Oui, alors c'est dans la continuité effectivement d'une réflexion. Merci en tout cas aux organisateurs, aux directeurs du colloque pour leur pugnacité, leur détermination, pour leur invitation évidemment. Merci à Patrice Bobo, à Yann Thomas pour les échanges toujours fructueux et à Martial Poisson pour les séminaires et les publications croisées autour de l'artketing, ce qui explique effectivement ce sujet et cette thématique. Et j'aimerais commencer par une image, car j'ai beaucoup entendu parler de palais de cristal et précisément ce qui me semble important quand on aborde cette question de l'artketing que je vais définir, ces rapprochements entre l'art et le marketing et l'économie, ce que j'ai qualifié de noces de l'art, du marketing et de l'économie pour le meilleur et pour le pire. On ne peut pas s'empêcher de penser à un autre palais de cristal, le Crystal Palace, et à certains de ses visiteurs illustres. Et je signale d'ailleurs que lorsque cette fondation a été inaugurée, la fondation Vuitton, elle a été très fortement associée à cette notion de palais de cristal, de manière extrêmement expressive. Deux visiteurs me semblent intéressants pour démarrer. Dostoïevski, évidemment, qui invitait, il faut s'en souvenir, à se méfier des progressistes de l'orangerie. Et c'est vrai que par rapport à la thématique, on le verra, c'est un enjeu important. Ce même Dostoïevski qui, sur l'argent, nous dira quelque chose d'intéressant et d'important pour le colloque. Posséder de l'argent est la plus grande vertu et le plus grand devoir humain. Et l'autre visiteur, on le connaît bien, c'est évidemment Karl Marx qui trouvera la matière pour élaborer sa théorie sur le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Je rappelle qu'il voyait dans ce Crystal Palace le symbole de la civilisation anglaise dans ce qu'elle avait de plus vain, et qu'il avait été d'ailleurs jusqu'à écrire dans le Neue Rheinische Zeitung que la bourgeoisie du monde érige son panthéon dans la Rome moderne, où elle expose avec une fière autosatisfaction les dieux qu'elle s'est elle-même créés. Et la question qu'on va se poser avec cette notion d'artketing, c'est précisément de quel dieu on parle, qu'est-ce que cet artketing, et pour le penser, une tribune avait été réalisée qui nous met un petit peu sur le chemin de cette réflexion. Je lis les quelques mots, quelques lignes de cette tribune. Les boutiques de luxe, désormais, se veulent le prototype d'un monde où la marchandise serait de l'art parce que l'art est marchandise, un monde où tout serait art parce que tout est marchandise. Et effectivement, cette tribune, notamment signée par George D. Huberman, Giorgio Agamben ou Jean-Luc Nancy, avait pour titre « L'art n'est-il qu'un produit de luxe ?» Et la question que pose ce terme d'artketing, avec tout ce qu'il peut avoir de barbare, d'organismes génétiquement modifiés, cette notion d'artketing, elle intervient à un moment clé d'un phénomène de rapprochement, d'hybridation entre l'art et le luxe, d'indifférenciation, de collaboration multiple, qu'il s'agisse d'à peu près toutes les marchandises et toutes les productions. Et je vais donc vous proposer un parcours avec une dimension visuelle à travers un corpus en cours de constitution pour tenter, depuis quelque temps maintenant, et notamment à travers des séminaires que j'évoquais et un dialogue qui s'est installé avec un certain nombre d'entre vous pendant ces dernières années, autour de ces relations, de ces hybridations ou de cette hybridation entre l'art et le luxe, à travers trois axes. D'abord, la question de l'artification et de l'artketing, le questionnement que l'on peut avoir autour d'une évolution du marketing et de formes de ruse du marketing vers l'artketing que je vais détailler. Et puis, évidemment, un questionnement sur la place des artistes, parfois confinés, alors rien à voir avec le confinement actuel, mais confinés en tant que business artiste, artiste d'affaires, dans un rôle parfois extrêmement complexe par cette notion d'artketing. Donc, cette notion d'artketing, c'est
ce mélange entre l'art et le marketing qui a trouvé un terreau particulièrement favorable avec évidemment les industries du luxe. Et l'un des exemples sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler à partir d'un corpus relativement développé, c'est évidemment les collaborations entre Takeshi Murakami et la maison Vuitton, qui ne sont pas sans poser un certain nombre de questions. Les collaborations, dans le cadre de l'artmarketing, elles touchent le logo, elles touchent la publicité, elles touchent à peu près tous les champs de la marchandise. Dans ce cas précis, un des éléments qui est très intéressant, c'est que c'est une collaboration qui s'est tissée dans une longue durée à travers une démarche collective associant un directeur artistique, Marc Jacobs, et Yves Carcel, un directeur du marketing. Et donc, cette machine qui s'est mise en route, elle a évidemment pas mal d'éléments à voir, évidemment, avec la notion d'artification développée, étayée par Nathalie Heinisch et Roberta Shapiro. Ce fameux passage à l'art, on retrouve effectivement dans l'artification comme dans l'artmarketing, la question de la marchandisation de l'art, marchandisation culturelle, marchandisation des pratiques artistiques. Et effectivement, on peut aussi penser dans l'artification au processus de transformation du non-art en art. Alors, l'artmarketing, lui, évidemment, appartient à un jargon qui est celui que les industries elles-mêmes ont parfois repris en charge, mais l'intérêt de cette notion, et notamment de la possibilité de la décortiquer, c'est de pouvoir aborder des logiques d'hybridation, des logiques de collaboration, des logiques de circulation, puisque c'est une des thématiques que la table ronde souhaite aborder. Concrètement, je l'évoquais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans le cas du logo, de la publicité, de la collaboration ponctuelle, nous sommes dans une démarche de collaboration au long cours, sur plus d'une dizaine d'années, avec véritablement un artiste qui est au cœur d'un questionnement, qui est celui de la figure de l'artiste d'affaires, de la figure post-warholienne du business artiste. Et effectivement, ces collaborations ont abouti à la création de marchandises comme des sacs, mais pas seulement. Elles ont aussi, dans le corpus, c'est assez intéressant de l'analyser, eu un impact sur un certain nombre de champs de la création dans le domaine de l'univers du manga, dans des domaines liés au film, dans évidemment l'idée aussi d'intégrer les produits au cœur même des musées. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette polémique au MoCA avec l'intégration d'une boutique Vuitton au cœur même de l'exposition Murakami, qui reste un cas d'école à analyser et qui pose toute cette question de la relation entre l'espace muséal et l'espace marchand. De la même façon, on le verra tout à l'heure, les boutiques, ce qu'on appelle le retail, est évidemment confronté également à un certain nombre de questionnements, comme l'illustrent ces espaces Vuitton au Japon, à Omotesando. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la collaboration, on va utiliser ce terme, avec Takashi Murakami a généré ensuite des collaborations soit parallèles, multiples. On peut en citer une qui a été aussi assez intéressante, qui est le lancement, le développement de collections autour de l'univers de Stephen Sprouse. Et ça a effectivement été assez loin dans la démarche de marketing de la maison Vuitton, et ça pose un grand nombre de questions sur évidemment les limites de ces exercices. Là, vous avez un résumé évidemment de ces collaborations. Alors, on est passé effectivement d'une logique d'un marketing traditionnel pratiqué par les industries du luxe à une forme d'hybridation, à une forme de transversalité, à une forme d'intégration progressive de l'art dans les stratégies marketing, qu'il s'agisse des produits, qu'il s'agisse de la distribution, qu'il s'agisse du prix, qu'il s'agisse de la communication. C'est-à-dire que
peu à peu, le marketing des industries du luxe a totalement phagocyté, intégré l'art pour parfois le mettre au service de ce qu'on appelle les 4 P. Alors les 4 P qui ont été développés dans les années 50 par McCarthy sont évidemment une des bases de la réflexion économique autour de la marchandise par le marketing, avec évidemment un premier élément qui est le produit, qui est sans doute l'élément le plus simple. Je parlais tout à l'heure de logo, de packaging, d'emballage, de contenant. Les collaborations ont été multiples, mais elles posent une question. Elles posent une question sur le statut de ces nouveaux venus, de ces objets hybrides, de ce sac Murakami siglé Vuitton. Qu'est-ce qu'il est, ce sac? Est-ce qu'il est un objet industriel? Est-ce qu'il est une œuvre? Est-ce qu'il est un produit de luxe? Et pour tenter de comprendre ce que finalement l'artketing fait à l'art et comment le luxe intègre cette dimension, on a évidemment un passage obligé par 2 embrayeurs, Duchamp évidemment avec cette réflexion sur l'objet industriel, et Warhol surtout avec par exemple Diamond Dust Shoes, cette série saupoudrée de poudre de diamants, et qui pose évidemment la question de la relation marque et la place, la situation en tout cas, de business artist. On peut aussi penser évidemment, et c'est impossible de passer à côté, à Arthur Danto et à la transfiguration du banal. Une œuvre d'art est un objet matériel auquel s'ajoute un facteur Y, mais il peut aussi être intéressant dans cette réflexion de se poser la question de l'espèce d'art. Est-ce qu'on n'a pas affaire là à ce que Gabriel Tarde appelle une espèce d'art? Ça n'est pas de l'art, ces sacs, ces créations, ces co-créations, ces hybridations un peu monstrueuses parfois. On verra tout à l'heure des cas qui sont relativement problématiques. Et Tarde nous dit, un objet fabriqué qui supprime une douleur est chose industrielle. Dès qu'un objet fabriqué procure un plaisir, il devient luxe, ce qui est une espèce d'art. Est-ce que ces hybrides, ces objets non identifiés, portés par les industries du luxe ne sont pas précisément espèces d'art. Le produit de luxe devenant d'ailleurs une sorte de chaînon manquant entre l'art et l'industrie dans cette logique d'espèce d'art, mais s'insérant aussi au cœur d'un triptyque entre art, artisanat et luxe, parce que la complexité évidemment, c'est qu'aujourd'hui, les maisons de luxe ne se contentent plus de faire appel à des artistes contemporains pour leur redonner de la jeunesse, leur redonner de la modernité, ce qu'on a pu, par exemple, comparer à des injections de Botox, une sorte de piqûre qui rajeunit, mais qui en même temps est de la toxine botulique, c'est-à-dire que ça fige simultanément. Et donc aujourd'hui, on a une triangulation où le recours à l'artisanat, au métier d'art, permet aussi de réinjecter de la tradition pour contrebalancer peut-être les excès de la modernité ou en tout cas certaines des dérives auxquelles on a pu évidemment assister. On voit aujourd'hui se développer, apparaître une stratégie de l'artisan. J'irais même jusqu'à parler d'une rhétorique de l'artisan dans le discours managérial, dans le discours entrepreneurial. Le storytelling, comme on dit, passe par cette idée théorisée, portée par un chercheur, Henry Mintzberg. Les managers sont des artisans des potiers, la stratégie est leur argile. On a vraiment une rhétorique et une stratégie de l'artisan qui se met en place. C'est André Gorz qui nous avait mis sur la voie. La marque doit fonctionner de la même manière que la signature d'un artiste réputé, attestant que l'objet n'est pas une vulgaire marchandise, mais un produit rare, incomparable. Elle dote le produit d'une valeur symbolique dont la firme a le monopole et qui soustrait au moins temporairement à la concurrence. L'autre dimension, c'est la boutique, c'est ce qu'on appelle la distribution. Alors, ça se voit d'abord à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Franck Perrin l'a très bien démontré en ayant ces rues dans cette série. Rue du Luxe, qu'elle s'appelle Ginza ou qu'elle soit au Rodeo Drive, dans le monde entier, effectivement, la distribution, c'est d'abord la rue, c'est d'abord l'espace public, et ça n'est pas sans évidemment poser un certain nombre de questions.
À l'intérieur, là encore, on retrouve une forme de fétichisme de la marchandise qui n'est pas une nouveauté. Le rapport au mannequin, on le verra, certains plasticiens collaborent pour développer des mannequins ou des cabines d'essayage, hein, Pierre Huyghe par exemple pour la maison Dior. Et puis la vitrine qui est un espace évidemment important avec Bendel, pour Nina Ricci et Warhol, Daniel Buren pour la maison Nina Ricci. Il faut rappeler d'ailleurs que cette maison a eu pour président Gilles Fuchs, qui est devenu le président du prix, le directeur du prix Marcel Duchamp. Et de manière plus générale, on le voit avec certaines maisons, on a vraiment une stratégie globale qui se met en place, avec le cas de Prada, avec Prada Marfa, avec une logique où le lieu de vente devient évidemment un lieu de théâtralisation, au point d'être immortalisé dans des séries d'Andreas Gursky. Et de la même façon, on retrouve le fameux Crystal Palace que j'évoquais en préambule. On retrouve ce fameux Crystal Palace avec la question portée par Walter Benjamin autour des expositions universelles. Les expositions universelles idéalisent la valeur d'échange des marchandises. Elles créent un cadre où leur valeur d'usage passe au second plan. Elles donnent ainsi accès à une fantasmagorie où l'homme pénètre pour se laisser distraire. On le verra, ça n'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui, mais on constate effectivement ces dispositifs qui se développent à travers le monde, notamment dans le cadre de la maison Prada, avec un architecte en chef qui évidemment a été R.M. Koolhaas depuis très longtemps, et des structures comme les Prada Transformers, hein, qui ont été développées un petit peu partout, mais vous retrouvez cette singularité dans d'autres exemples. Ça porte un nom, et l'artketing le revendique, hein, donc c'est un jargon qui est souvent matiné d'anglicisme et de mots valises. C'est une synthèse entre le retail, la boutique, la distribution et l'entertainment. Consommer du luxe, dans ce cadre-là, devient quasiment un acte culturel. On a une petite pensée pour Barbara Kruger, I Shop Therefore I Am. Mais évidemment, on entre dans une phase où sans doute les grands magasins deviennent des musées, les musées des grands magasins. Et ce phénomène, ces rapprochements, ces hybridations se multiplient. Grands magasins avec une scénographie, un dispositif et une théâtralisation muséale. On va jusqu'à recruter d'ailleurs des opérateurs, des acteurs qui viennent de cet univers. Et le phénomène inverse, les musées eux-mêmes qui intègrent cette dimension marchande avec des galeries même à l'intérieur de leurs espaces, hein. On peut penser à la galerie des galeries pour les galeries Lafayette, mais les exemples sont de plus en plus nombreux. Le prix, alors autre élément évidemment, et là on retrouve une figure centrale, c'est Veblen, c'est la théorie de la classe de loisirs. Et Veblen, évidemment, nous dit de manière très juste que les signes de cherté se font accepter comme éléments de beauté. Je pense que ça, pour nous, c'est central par rapport à nos discussions, à nos échanges. L'effet Veblen, c'est précisément cette question-là, avec un effet d'élasticité prix positive. Pour résumer, plus c'est cher, plus on achète, avec un effet de snobisme, et on parle de bien Veblen. Alors, est-ce qu'on doit considérer que l'art, comme le luxe, est absorbé, avalé, dévoré par la logique des biens Veblen? C'est une question qui se pose depuis quelques années, avec l'irruption de ce qu'on a pu qualifier d'art financiarisé, de financial art, avec là aussi des collaborations pour créer des biens d'ultra-luxe, et notamment avec un yacht par exemple, mais il faut le dire aussi des sacs, hein. On se souvient de ces collaborations avec Jeff Koons. Encore une fois, André Gorz, du point de vue économique, la marque doit doter le produit d'une valeur symbolique non mesurable qui l'emporte sur sa valeur utilitaire et d'échange. Elle doit rendre l'article de marque non interchangeable, avec des articles destinés au même usage et le doter d'une valeur artistique ou esthétique, sociale et expressive. L'événementiel, enfin, ça c'est un champ qui est lié à la dimension de communication, multiplication des expositions de mode, développement à outrance et jusque parfois à la nausée du fashion creating, avec effectivement
l'exposition qui parfois peut évidemment ressembler à un publi-reportage, et évidemment cette dimension-là, elle est aujourd'hui centrale. Elle avait été esquissée avec des espaces développés par les marques elles-mêmes. Souvenons-nous du cas de la Chanel Mobile Art, qui avait commencé un parcours dans le monde entier et accueilli Sylvie Fleury et d'autres artistes pour revisiter un produit de la maison qui était le 255, dont l'originalité est de porter le nom de la date de création, février 1955. Mais on voit bien qu'on entre dans ce qu'on peut appeler un effet Mathieu, avec des opérations de communication extrêmement spectaculaires, dont le principe est de correspondre à cette idée de l'effet Mathieu. À ceux qui ont beaucoup, il sera beaucoup donné, à ceux qui n'ont rien, on leur retira ce qu'ils avaient, et que certains économistes ont repris à leur compte. On ne peut pas Christophe, désolé, est-ce que vous pourriez conclure. conclure parce que je crains qu'on ne déborde beaucoup ensuite si on veut avoir le temps de discuter. Exactement. Eh bien, je conclus, et donc je voulais juste vous parler d'enrichissement, et notamment de cette question des interactions constantes dans les domaines des arts, notamment plastique, la culture, le commerce, avec évidemment ce questionnement que j'ouvre sur les relations entre marketing et capitalisme. Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Questionnement autour du capitalisme esthétique, du capitalisme artiste, de cette question des artistes d'affaires. Et puis, je voudrais juste finir en conclusion sur la question de la subversion ou de la subvention. On est sorti des jeux d'influence qu'on a pu connaître à une époque où le luxe, effectivement, jouait beaucoup sur cette carte des influences, à des phénomènes, soit des phénomènes de sacralisation, soit des phénomènes de subversion qui se sont intensifiés. Et j'en veux pour preuve cette guillotine Chanel signée Tom Sachs, mais elle est quand même caractérisée par un retour qui revient un petit peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure au tout début, c'est la figure de Karl Marx, avec une résilience du luxe qui fait que Le Capital a été publié par Vuitton. Voilà. Et je termine en vous résumant, synthétisant à travers ce petit schéma. Voilà. Bien.